L'appel de la forêt. Jack London, lu par Équilivre, livre audio. « 4. Les fatigues du harnais et de la route. Suite. La matinée du lendemain était déjà fort avancée lorsqu'enfin le long attelage se mit en marche. Les bêtes ne montraient aucun entrain. Buck, comprenant qu'il allait recommencer pour la 5e fois la route de Dawson, sentait le cœur lui manquer. Les nouvelles bêtes étaient timides et épeurées, les anciennes n'éprouvaient aucune confiance envers leur maître. En effet, ceux-ci ignoraient tout de leur métier. À mesure que les jours s'écoulaient, on put s'assurer qu'ils n'en apprendraient rien. Négligents et désordonnés, sans discipline, il leur fallait la moitié de la nuit pour établir leur camp tout de travers. La plus grande partie de la matinée se passait ensuite à lever le camp et à charger leurs traîneaux, avec si peu d'habileté qu'on devait s'arrêter sans cesse en cours de route pour rajuster les ballots et les cordes. Certains jours, on faisait à peine 10 miles. D'autres fois même, on n'arrivait pas à se mettre en route. Et comme en aucun cas ils ne réussirent à accomplir seulement la moitié de la distance sur laquelle ils s'étaient basés pour faire des provisions, les vivres devaient fatalement se trouver épuisés avant la fin du voyage. Ce résultat fut d'ailleurs avancé par la faute de Hal. Voyant que les chiens manquaient de force, il jugea que cela tenait à la ration trop faible, et la doubla. Pour comble d'imprévoyance, Mercedes volait tous les jours du poisson dans les sacs pour le donner en cachette à ses favoris. Les chiens nouveaux, dont l'estomac ne demandait pas une alimentation abondante, habitués qu'ils étaient à un jeûne chronique, firent preuve cependant d'une grande voracité. Les autres jouissaient d'un bel appétit, de sorte qu'au bout de peu de jours, la famine menaça. Hal s'aperçut au quart de la route que plus de la moitié des provisions avaient disparu, et dans l'impossibilité absolue de s'en procurer de nouvelles, il diminua brusquement la ration journalière, tout en proclamant la nécessité d'allonger les heures de marche. Ses compagnons l'approuvaient en principe, mais comme il refusait de rien faire pour l'aider, le projet tomba à volo. Rien de plus facile, assurément, que de priver les chiens de nourriture. Mais comment avancer plus vite, alors que pas une seule fois les voyageurs ne surent se décider à partir 1 minute plus tôt que d'habitude. Les souffrances des bêtes devinrent cruelles. Dub fut le premier à disparaître. Pauvre larron, maladroit, toujours pincé et toujours puni, il s'était néanmoins montré serviteur fidèle. Sa blessure à l'omoplate négligée s'enflamma, et Hal dut se décider à l'achever avec son revolver. Le Terre-Neuve mourut ensuite, puis les 3 pointeurs. Les 2 métis résistèrent un peu plus longtemps, mais ils finirent par succomber à leur tour. Et les voyageurs, aigris par l'infortune, perdaient peu à peu toute ombre d'aménité ou de douceur. Le voyage arctique, dépouillé de son charme imaginaire, devenait pour eux une réalité trop rude. Ils manquaient totalement de cette merveilleuse patience propre aux hommes de ces climats, qui, tout en peinant dur et en souffrant cruellement, savent rester compatissants et doux. Mercedes cessa de plaindre les chiens pour pleurer sur elle-même, et se disputer avec son frère et son mari qui se chamaillaient toutes les fois qu'elle leur en laissait l'occasion. Chacun croyait bonnement se donner 100 fois plus de peine que les autres et ne perdait aucune occasion de se glorifier tout haut. Mercedes, elle, avait un grief personnel. Jolie, séduisante et délicate, elle s'était vue toute sa vie traitée avec douceur et indulgence. Mais aujourd'hui, son mari et son frère, exaspérés de sa paresse et de son incurie, se montraient rudes et grossiers envers elle, de sorte qu'absorbée par la pitié pour son propre sort, elle perdit toute compassion pour les chiens, et comme elle se sentait lasse et courbaturée, elle s'entêtait à se faire traîner sur le traîneau, ajoutant ainsi 120 livres au poids formidable du chargement. Lorsque les malheureuses bêtes tombaient de fatigue dans les traits, Charles et Hal la conjuraient de marcher, mais elle ne répondait que par des larmes à leurs raisonnements, prenant le ciel à témoin de leur cruauté. Un jour, l'enlevant de force du traîneau, ils la déposèrent à terre, elle s'assit sur la neige et refusa de bouger. Ils firent mine de continuer leur route,
Mais force leur fut, 3 miles plus loin, de décharger le traîneau pour revenir la prendre et l'y placer. Jamais ils ne renouvelèrent cette expérience. D'ailleurs, l'excès de leur propre misère rendait ces malheureux insensibles aux souffrances de leurs bêtes. Au Five Finger, la provende des chiens était définitivement épuisée. On obtient d'une vieille indienne quelques livres de cuir de cheval congelés en échange du revolver qui se balançait à la ceinture de Hal, tenant fidèle compagnie au grand couteau de chasse. Mais ce fut une nourriture pauvre et indigeste que ce cuir, levé depuis 6 mois sur la carcasse d'un animal mort de faim. Buck, à la tête de l'attelage, croyait marcher en un affreux cauchemar. Il tirait tant qu'il le pouvait, et lorsque ses forces étaient épuisées, il se laissait tomber sur le sol, et ne se relevait que sous une grêle de coups de fouet ou de bâton. Sa belle fourrure avait perdu tout son lustre et sa souplesse. Le poil traînait dans la boue, emmêlé et durci par le sang coagulé, et sa peau flottait, en plis vides et lamentables. Ses camarades étaient dans le même état, squelettes ambulants, réduits au nombre de 7, insensibles à la morsure du fouet ou aux contusions du bâton. Aux arrêts, ils se laissaient tomber dans les traits, comme morts, et la petite étincelle de vie qui tremblait encore en eux pâlissait et semblait près de s'éteindre. Elle se ravivait sous le bâton et le fouet. Les malheureux se relevaient alors, en chancelant, pour se traîner un peu plus loin. Billy, le bon caractère, tomba un jour pour ne plus se relever. Hal, ayant cédé son revolver, dut prendre sa hache pour l'achever d'un coup sur la tête. Puis il défit les traits et jeta la carcasse de côté. Et Buck et ses camarades, voyant cette chose, comprirent combien elle les touchait de près. Le jour suivant, ce fut Runa, dont la mort réduisit encore le triste attelage. Les 5 survivants étaient Joe, trop épuisé pour se montrer grincheux, Pike, estropié et boiteux, sans force même pour geindre, Sol-Lek, le borgne, fidèle au travail du trait, le cœur brisé de se sentir faible et impuissant, Tic, d'autant plus épuisé qu'il s'était moins entraîné pendant l'hiver précédent, et enfin Buck, qui n'était plus que l'ombre de lui-même. Il gardait sa place en tête de l'attelage, mais il avait renoncé à y maintenir la discipline, aveuglé par la fatigue. Il ne se dirigeait plus qu'en se fiant à la sensation du sol sous ses pattes. Le printemps commençait, mais ni les hommes ni les chiens ne s'en apercevaient. L'aube pointait dès 3 heures du matin, et le crépuscule durait jusqu'à 9 heures du soir. La journée entière n'était qu'un rayon de soleil. Le sommeil de l'hiver avait cédé sa place au murmure printanier de la nature, frémissant de la joie de vivre. La sève montait dans les pins, tandis qu'éclataient les bourgeons du sol et du tremble, et que les buissons et les lianes se paraient d'une jeune verdure. La nuit, les grillons chantaient, et le jour, toutes sortes de gentilles bestioles sortaient de leurs petits antres pour s'ébattre au soleil. Les perdrix couraient dans la plaine, les oiseaux et les pivers chantaient et tapaient dans la forêt, et tout en haut le gibier d'eau arrivait du sud, décrivant d'immenses cercles dans l'espace. La chanson de l'eau courante et la musique des fontaines reparues descendaient des collines. Le Yukon rongeait sa prison de glace, dont le soleil amincissait la surface semée de poches d'air et sillonnée de fissures qui allaient s'élargissant jusqu'au lit même de la rivière. Et devant la grâce du renouveau sous les rayons du soleil, parmi les brises embaumées, la troupe lamentable se traînait en gémissant, pareille à une caravane de morts. Les bêtes fourbues, Mercédès dolente sur son traîneau, Hal jurant copieusement, Charles larmoyant, atteignirent enfin le camp d'un certain John Thornton, situé à l'embouchure de White River. À l'arrêt, les chiens se laissèrent tomber, comme morts. Mercédès sécha ses yeux pour les fixer sur Thornton, et Charles avisa un tronc d'arbre sur lequel il s'assit avec précaution, car chacun de ses os était douloureux tandis que Hal portait la parole. John Thornton achevait de peler une branche de bouleau pour en faire un manche de hache. Il continua son travail, ne répondant à son interlocuteur que par quelques monosyllabes, car il connaissait par expérience cette race de voyageurs, et savait que ses conseils ne serviraient pas à grand-chose. Cependant, pour l'acquit de sa conscience, il engagea Hal à se méfier de la glace pourrie et rongée en dessous.
Sur quoi celui-ci de déclarer qu'on avait déjà prévenu que la débâcle était proche et qu'il valait mieux attendre. Mais, ajouta-t-il d'un air triomphant, on nous disait aussi que nous n'arriverions pas à White River, et nous y voici tout de même. On ne vous a pourtant pas averti sans raison, reprit John Thornton. La glace est à la veille de disparaître, et il faudrait avoir une chance de pendu pour effectuer le passage. Pour moi, je ne risquerai pas ma peau sur cette glace, quand on me promettrait tout l'or de l'Alaska. C'est probablement que vous n'êtes pas destiné à périr par la corde, fit Hal, mais nous voulons arriver à Dawson, et nous y arriverons, quand le diable y serait. Et déroulant son fouet, allons, Buck, debout, en route, cria-t-il. Vas-tu obéir, grand paresseux? Thornton continua son travail sans répliquer.